Comment devenir un bon grimpeur? Mais surtout, qu'est-ce qui définit le fait qu'on soit ou non un bon grimpeur? Est-ce qu'il faut absolument avoir 10 ans de pratique et grimper du 8A? Est-ce que c'est tout bonnement une question de niveau? Pas vraiment. En fait, c'est malheureusement un petit peu plus complexe que ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est normal de se poser la question parce que lorsqu'on aime une discipline, en toute logique, on aura envie d'être bon dans cette discipline et de progresser. Et ça tombe bien, parce qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les clés en main pour savoir où est-ce que vous en êtes question grimpe. Vous saurez sur quels aspects de votre pratique travailler pour continuer de progresser. Et surtout, quelles sont les erreurs à éviter pour ne pas malencontreusement ruiner tous vos efforts. Que vous soyez un total débutant qui vient d'acheter ses chaussons ou que vous ayez un peu de bouteille mais que vous stagnez depuis un moment sans trop comprendre pourquoi, vu que vous vous entraînez régulièrement, cette vidéo est faite pour vous. Pour avoir un peu de recul, j'ai fait un petit sondage sur Instagram auprès de la communauté pour savoir selon eux quels étaient les éléments qui caractérisent un bon grimpeur et... ouais, c'est flou. C'est très flou. Donc, on va reprendre depuis le début, le tout début. Essayez de remettre un petit peu les choses dans l'ordre parce que des facteurs qui permettent d'être bon en grimpe, il y en a un sacré paquet. Et on peut vite s'y perdre si on n'a pas de méthode. Et wow, quel hasard, parce que ça tombe bien, une méthode, c'est justement ce que je vous propose à l'intérieur de cette vidéo. Vous avez sûrement déjà entendu la phrase qui dit « Pour progresser en escalade, il suffit de grimper ». Mais malheureusement, c'est un peu plus compliqué que ça dès qu'on a passé le début et qu'on se retrouve confronté à des plateaux, qui sont, je le rappelle, complètement inévitables et qui arrivent à tout le monde. Je veux dire, si il suffisait de grimper bêtement sans réfléchir, tout le monde au bout de 10 ans de pratique serait super fort. Et regardez autour de vous, il y a encore beaucoup trop de gens qui, même après des années et des années et des années de pratique, sont coincés dans le 6P. Donc si vous voulez pas que ça vous arrive, regardez bien la vidéo jusqu'au bout. Maintenant que les choses sont posées, commençons. Mais d'ailleurs, en escalade, par quoi est-ce qu'il faut commencer? Bon, vous venez de faire vos premières séances, vous vous rendez compte, à raison que l'escalade est un sport absolument formidable, mais assez vite, vous remarquez que quand vous grimpez, ça fait pas comme les autres. C'est pas très fluide, vous passez votre temps à chercher d'autres prises de main, vous avez vite mal au bras, vous êtes vite fatigué, et dès que les prises deviennent un petit peu trop petites, soit c'est la chute, soit vous arrivez tout simplement pas à progresser et à continuer de monter. Et rassurez-vous, c'est normal, c'est tout à fait normal, parce que vous n'avez aucune technique. Comme n'importe qui commence, rassurez-vous, c'est tout à fait normal de pas avoir de technique lorsqu'on débute. Vous grimpez de manière complètement aléatoire, sans trop réfléchir, en vous laissant simplement guider par les prises, comme ça, en vous positionnant pas très bien, en valorisant pas les prises, en réfléchissant pas trop, bref, vous avez pas de technique. Sans technique, on peut en gros se balader dans le 4e, 5e degré, mais dès qu'on va arriver dans le 6, les choses vont sérieusement se compliquer. Donc, vos premiers efforts en tant que grimpeur, ils doivent vraiment être focalisés sur l'apprentissage technique. Parce que la grimpe, c'est un sport, mine de rien, beaucoup plus complexe qu'il y paraît au premier abord, et qui demande donc des compétences particulières. C'est pour ça qu'on voit souvent des mecs hyper musclés arriver à la salle d'escalade, faire waouh, je suis trop fort, etc. dans les vertes, les bleues, etc. Et dès que ça commence à être un tout petit peu plus technique, ils y arrivent pas. Tout simplement. Alors que des petites meufs qui savent pas faire une traction, elles se baladent tranquillement dans les noirs. C'est tout simplement qu'à ce niveau-là, c'est pas le physique qui va vous limiter, mais bien le manque de bagage. Vous l'avez. J'ai même pas besoin de le dire. Ok. C'est très bien, la technique c'est très important, on a compris, mais qu'est-ce que c'est exactement? En fait, si vous voulez, on pourrait simplifier ça comme le bon geste au bon moment, ou réussir à avancer dans la voie en faisant le moins d'efforts possible. En fait, c'est un truc de feignasse, la technique. Disons que la technique, c'est vraiment ce qui va nous permettre de nous économiser au maximum pour avancer et utiliser le moins de carburant possible. Pour vous donner un exemple, si vous grimpez dans un dévers, ce sera souvent beaucoup plus avantageux de se placer de profil, parce que ça rapproche notre centre de gravité de la paroi, que ça augmente notre allonge pour aller chercher les prises suivantes, etc. Et ça, si on le sait pas, c'est pas forcément très instinctif. Les débutants grimpent souvent beaucoup trop de face, peu importe la voie qu'ils ont devant eux. Savoir se positionner correctement dans la voie, c'est une des nombreuses choses qui rentrent dans le domaine de la technique. Si jamais vous n'y connaissez absolument rien et que je parle un petit peu chinois, ou que vous voulez simplement apprendre plus de choses sur la technique, j'ai une vidéo dédiée là-dessus où j'explique un petit peu tous les éléments qui rentrent dans le domaine de la technique. Bon, tout ça c'est très bien, c'est très intéressant, mais concrètement, comment est-ce qu'on peut faire pour
améliorer sa technique. Donc déjà la base, ça va évidemment être d'être curieux et de se renseigner sur les différents éléments qui rentrent dans la technique. Parce que regardez, si je vous explique que faire un drapeau permet de vous stabiliser lorsque vous passez en quart externe, mais que vous savez ni ce qu'est une quart externe ni un drapeau, ça va être compliqué, vous voyez? Mais comme j'expliquais dans ma vidéo dédiée à la technique, acquérir un savoir théorique, ça va malheureusement pas suffire. Il va falloir pratiquer, pratiquer, pratiquer. Parce que c'est bien beau de savoir ce que c'est qu'un drapeau ou un dead point par exemple, mais si vous les utilisez pas, bah ça va pas vous servir à grand chose. Donc pour intérioriser la technique et les mécanismes de grimpe, pas de secret, il va falloir grimper, 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 grimper. Vous devez enchaîner des kilomètres de grimpe pour pouvoir acquérir cette sacro-sainte technique. C'est comme lorsqu'on apprend à conduire. D'abord, j'apprends la théorie, ensuite je pratique, et à la fin, ça devient un réflexe. Et pour aller plus loin, dans les deux sens du terme, dans l'idéal, vous voudriez pouvoir grimper sur le maximum de sites différents possibles. Le problème, si vous grimpez que dans votre salle de bloc, c'est que vous ne rencontrerez les difficultés proposées que par votre salle de bloc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fonction des falaises, du type de roche, du profil de voie, etc., la grimpe est extrêmement différente. Et ça n'a absolument rien à voir de remonter une fissure du Yosemite que de faire une dalle de blow sur des prises microscopiques. Et pourtant, dans les deux cas, c'est de l'escalade. Donc, pour acquérir une bonne technique, il faudra vraiment essayer de privilégier le maximum de diversité possible dans notre grimpe. Vu qu'on sera obligé de s'adapter, ça va augmenter notre polyvalence et par extension, notre technique. Mais au bout d'un moment, malheureusement, juste se contenter de grimper comme ça suffira malheureusement plus. On arrivera inévitablement à un plateau, encore une fois c'est tout à fait normal et on passe tous par là et il y en aura plusieurs dans notre carrière de grimpeur, mais ce sera intéressant de rajouter par exemple des petits exercices qui cherchent à travailler tel ou tel aspect de la technique, à l'échauffement par exemple, pour la travailler de manière consciente. Mais je vous en reparle un peu plus tard parce que là, on va rencontrer un problème. Le souci, c'est qu'acquérir la meilleure technique du monde ne nous servira à rien s'il nous manque bah ouais, même avec un super bagage technique, si t'es complètement paralysé par la peur, tu risques pas d'aller bien haut. C'est donc là que rentre en jeu un des éléments absolument fondamentaux pour devenir un bon grimpeur, travailler son mental. J'ai connu des gens qui, à force de travailler une voie en moulinette pendant des semaines, pouvaient réussir à sortir un 7A, par exemple. Lorsqu'ils finissaient par connaître la voie absolument par cœur et qu'ils étaient à peu près sûrs de ne pas tomber. Mais, est-ce que le fait de grimper un 7A fait forcément de toi un bon grimpeur ? Bah, en les voyant abandonner dans des 6B parce qu'ils avaient peur de tomber, j'en étais pas si sûr. Disons que j'avais vraiment du mal à les considérer comme des gens qui grimpent vraiment bien, étant donné qu'ils étaient pas libres dans leur pratique. A contrario, même lors de mes premiers mois de grimpe, on me disait souvent que je grimpais assez bien, et c'est pas que j'étais très bon techniquement, que j'étais très fort, que j'avais une super tactique, etc. C'est-à-dire que même si j'évoluais dans du 5 ou des 6A, j'osais y aller, et peu importe la voie, je pouvais aller en haut et poser les dégaines ou la moulinette pour les autres. Et c'était pas juste de l'inconscience, hein. Au début j'étais pété de trouille en tête, mais très vite, j'ai fait cet effort de me renforcer mentalement. Et même si les points pouvaient être très espacés, jusqu'à 8 mètres, des fois, j'arrivais à me poser, à respirer un bon coup, à me calmer, reprendre le contrôle sur ma peur et à continuer. Vraiment, j'insiste là-dessus, je pense que la peur, c'est le facteur numéro 1 qui peut freiner grandement la progression d'un grimpeur, quel que soit votre niveau. Mais le mental, c'est pas simplement juste la peur de tomber. En fait, il y a énormément de choses qui rentrent dans cette catégorie. Même si la peur a malheureusement une part très importante dans le quotidien d'un grimpeur. On pourrait tomber de la peur de tomber, de la peur de l'échec, de la peur de la réussite, des frustrations, du fait de grimper devant des gens, des pensées paralysantes, des frustrations, du manque de confiance en soi, etc., etc. La peur fait partie du quotidien d'un grimpeur. Mais le mental, c'est aussi tout ce qui va toucher à la persévérance. Est-ce que t'es combatif dans ta voie ? Est-ce que tu vas vraiment te battre jusqu'à la chute, ou au contraire, est-ce que tu vas arrêter, te reposer gentiment à la dégaine, etc. parce que t'es un peu fatigué? Est-ce que tu oses te confronter à des profils de voie que tu connais pas, à des falaises dont t'as pas l'habitude, ou au contraire, est-ce que tu préfères rester gentiment dans ta zone de confort? Tout ça, ça fait partie du mental. Combien de fois j'ai vu des mecs qui allaient randonner en no-foot, etc. dans du dévers et qui vont jamais faire de dalle, ou à l'inverse, des meufs hyper à l'aise en dalle qui osent pas aller dans du dévers parce qu'elles pensent qu'elles sont pas assez fortes. Alors,
qu'entre nous, elle manquerait juste un peu de technique, et c'est pareil pour les mecs. Encore une fois, la polyvalence, c'est très certainement ce qui vous permettra de vous épanouir au maximum dans la grimpe, et ça passe par le mental. Bref, encore un énorme sujet qui demanderait évidemment un paquet de vidéos dédiées, mais j'insisterai jamais assez sur l'importance de travailler un mental solide. C'est lui qui fera la différence, non pas entre un grimpeur moyen et un bon grimpeur, honnêtement. Ça veut pas dire grand chose tout ça, mais ça fera la différence entre un grimpeur libre, quel que soit son niveau, qui ose aller dans plus ou moins n'importe quelle voie, essayer et prendre du plaisir et se dépasser, à celui qui va être prisonnier d'une cotation, de faire de la moule, ou d'un profil de voie et ce que vous voulez. Qui peut pas aller dans n'importe quelle voie et s'éclater, dans tous les sens du terme. Être bon ou pas, clairement... C'est pas ça le plus important, si vous voulez, genre on est des grimpeurs normaux, moyens, etc. Et ça diminue absolument pas le plaisir qu'on peut prendre. Par contre, un mauvais mental, lui, peut diminuer grandement le plaisir qu'on prend en grimpant. Regardez, imaginez, on va imaginer une 5C, ok ? Il y a deux grimpeurs qui s'apprêtent à aller grimper dans cette 5C. On va dire que ces deux grimpeurs, ils ont un niveau, je sais pas moi, 6B. Le premier grimpeur... il se sent bien, il a pas peur, il est libre, il s'éclate, etc. Il profite juste en fait de la voie, d'enchaîner des mouvements fluides, de pas trop se prendre la tête, de la beauté de la nature, du paysage, etc., etc., d'être avec ses potes, tout ça. Il est bien, il fait sa 5C, il kiffe. L'autre grimpeur, il est très fort en moule, etc., il fait aussi de la 6B et tout, mais lui, il est tétanisé par la peur de grimper en tête. Et même si c'est qu'une 5C, il profite de rien, il veut juste que ça se termine, atteindre la dégaine suivante est à chaque fois un supplice, il est obligé de s'arrêter, de se reposer, de récupérer, et clairement, il passe pas un bon moment. Pas du tout, du tout, du tout. Et tout le monde dit le plus important c'est de prendre du plaisir. Bah oui, ça dépend beaucoup du mental. Ce que je veux dire par là, c'est que pour une voie du même niveau, on peut avoir une expérience drastiquement différente. Et là, je donne encore une fois l'exemple de la peur de tomber, mais avec la peur de l'échec, ce serait pareil. Imagine, donc on a dit que leur niveau c'était du 6B, bah le premier grimpeur, il tombe dans cette 5C. Bah, il s'en fout, il se dit, c'est pas grave, j'étais con, j'ai pas fait gaffe, on s'en fout, et puis il continue comme ça. Le deuxième grimpeur, celui qui prend trop ça à cœur, etc., il va se dire, quoi ? Comment ça, je suis tombé dans une 5C, mais c'est pas possible d'être aussi nul. Qu'est-ce que je suis un connard, quelle voie de merde, ils ont coté ça n'importe comment, nanana. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, il va passer un mauvais moment. Bref, c'est simplement pour vous rappeler que la place que prend le mental en escalade, elle est prédominante. Vraiment, elle englobe toute notre pratique, et peu importe ce qu'on cherche, du pur plaisir, de la progression, de la satisfaction, etc., etc., le mental doit être travaillé. Mais... le problème, même si comme ça a l'air super, le mental, c'est que des fois, ça suffit pas. Même avec un mental d'acier, si t'arrives pas à tenir les prises, tu pourras quand même pas continuer. Et c'est pour ça qu'il faut pas non plus négliger le physique. S'il y a bien une chose qui fait vraiment débat dans le monde de l'escalade, c'est celui-ci. Avec les cotations, évidemment. Tout le monde aime débattre des cotations. Alors, certains prétendent qu'il n'est pas nécessaire d'être très musclé pour grimper, d'autres ne jurent que par lui et par les gros biscottos, et comme bien souvent, la réalité se trouve un petit peu entre les deux. Qu'on soit clair, pour savoir quel est le physique idéal, pour la grimpe, il suffit de regarder les meilleurs. Donc on voit qu'il faut être grand, sec, très sec, un peu musclé, pas complètement bodybuildé non plus. Mais est-ce que ça nous intéresse vraiment pour nous, grimpeurs normaux ? Est-ce qu'on doit donc directement se lancer dans un régime et perdre du poids ? Eh bien, ça dépend, comme bien souvent. Si j'ai placé le physique que maintenant, c'est qu'encore une fois, lorsqu'on débute, c'est vraiment pas le plus important. Vous pouvez être hyper musclé, sans technique, sans mental, vous irez pas bien loin. Et lorsque vous débutez, 80% de vos efforts doivent être faits sur l'apprentissage technique et le renforcement mental. C'est vraiment ça qui vous donnera le plus de résultats visibles et qui vous permettra de gagner le plus de cotations possible. Mais pour autant, le physique est pas non plus à négliger totalement. Je veux dire, on fait un sport, c'est normal d'avoir un corps de sportif. Et il aura une part quand même non négligeable dans la réussite ou non d'une voie, particulièrement plus on prendra de niveau. Pour simplifier les choses, ce qui nous intéresse en grimpe, c'est particulièrement le rapport poids-puissance. Par exemple, imaginons un grimpeur. Il mesure 1m70 et il fait 70 kg. Il arrive à faire, je sais pas moi, une traction lestée à 40 kg. Donc son poids plus 40 kg de lest. Il peut donc faire une traction à 110 kg pour un poids de 70 kg. Imaginons maintenant un autre grimpeur qui peserait 110 kg
et qui arrive lui aussi à faire une seule traction, sans lait cette fois. Donc lui aussi, il soulève 110 kg, mais pour un poids de 110, c'est donc un rapport poids-puissance moyen. En tout cas moins bon que pour le grimpeur qui pèse 70 kg. Ce qu'il faut retenir, et c'est là le plus important, c'est qu'en escalade, on va chercher à être le plus sec possible et à se débarrasser de tout le gras qui est inutile pour maximiser notre rapport poids-puissance. Comment savoir si on a un bon rapport poids-puissance? Pour simplifier les choses, si vous êtes un homme, faudrait, dans l'idéal, que vous pesiez à peu près votre taille. C'est-à-dire, par exemple, vous faites 1m70, vous allez chercher à peser à peu près 70 kg sec. Et si vous faites moins de 70 kg, c'est bien. Ça améliore le rapport poids-puissance. Mais vous voudriez pas peser par exemple 80-85 kg pour 1m70, vous voyez? Et là, s'il vous plaît, je vous demande de faire attention et d'être quand même honnête envers vous-même. Ne vous lancez dans une sèche que si vous êtes gras, à plus de 12% de body fat. Sinon, ça sert absolument à rien. 12% si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, j'ai pas les chiffres exacts, je crois que c'est à peu près plus de 18, on s'en fout un peu. Mais bref, vous m'avez compris, si vous n'êtes pas dégoulinant de gras, ça sert pas à grand chose. L'idée à retenir, c'est que si vous êtes gras, ce sera beaucoup plus efficace de perdre du poids pour gagner de la force que de juste essayer d'augmenter sa force. Alors qu'à l'inverse, si vous êtes déjà sec, il faut se concentrer sur l'augmentation de sa force et c'est pas de perdre 1% de gras de plus qui vous donnera des résultats vraiment significatifs. Donc malheureusement, il n'y a pas d'idée universelle, à part celle qu'il faut être assez sec, mais assez sec, c'est personnel, vous voyez? Dites-vous en tout cas que si vous voyez un peu vos abdos, c'est très bien, si vous êtes un homme. Et si vous êtes une femme, bah voilà, si vous êtes fine, c'est bon, ça suffit. Et allez pas tomber dans des troubles chelous, etc., plus rien manger, genre ça, ce serait très 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 mauvais, ok? La nutrition et le physique, c'est de toute façon des sujets complexes. Et je vais bientôt vous préparer une vidéo sur comment sécher de façon propre et pas trop contraignante. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à la regarder quand elle sortira. Au niveau de l'entraînement, pour savoir comment augmenter sa force, j'ai déjà une vidéo spécifique sur l'entraînement pour l'escalade. Le problème, c'est que je m'exprimais pas très bien, donc en toute honnêteté, elle est un petit peu chiante à regarder, mais ce que je dis, ça reste valable, donc n'hésitez pas à aller la checker. Mais rappelez-vous, je vous ai aussi dit que les meilleurs grimpeurs, ils avaient un corps souple. J'espère que je l'ai dit. Et là, pour le coup, j'ai sorti un guide complet sur la souplesse en escalade, qui est bien, je l'espère, donc n'hésitez pas à aller le checker. Si vous êtes un peu trop raide et que vous manquez de souplesse, ça vous sera sûrement très 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 bénéfique. Alors, je sais, ça fait déjà pas mal d'infos, mais je vais quand même devoir en rajouter une toute petite. S'il vous plaît, laissez-moi le temps, parce que j'ai pas encore parlé d'une des parties les plus importantes au niveau du physique, la force des doigts. Autrement dit, la capacité à tenir et surtout évoluer sur des prises de plus en plus petites. Parce que vous pouvez enchaîner 20 tractions d'affilée, si vous n'êtes pas capable de tenir sur des petites réglettes d'une demi-phalange, bah vous allez très vite être limité et finalement ça vous sera pas très utile pour grimper. Il y a un dicton qui dit pas de bras, pas de 6A, pas de pied, pas de 6B, pas de doigts, pas de 7A et c'est un peu vrai. Le problème, si vous le percevez pas encore, c'est que nos doigts, ils sont tout petit par rapport à notre corps. Et le fait qu'ils soient tout petits, ça entraîne deux choses qui vont nous emmerder. Un, c'est difficile de les renforcer et c'est très simple de les blesser. Encore une fois, je vais vous préparer une vidéo dédiée à la force des doigts et à comment l'améliorer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au début, il n'y a pas besoin de trop vous en préoccuper tant que vous n'êtes pas au minimum dans le 6B/6C. Vraiment. Au début, contentez-vous de grimper, ils vont déjà se renforcer d'une manière naturelle. Ensuite, vous pourrez passer à des exos sur une poutre, les suspensions, etc. etc. Bon. Récapitulons. Vous commencez à avoir une bonne base technique, vous savez vous placer sur la voie, vous connaissez les différents mouvements, votre mental est solide, vous avez plus peur, ou vous savez dominer votre peur, vous arrivez à évoluer, vous êtes persévérant, en plus de ça, vous commencez à avoir un corps d'Apollon, vous êtes fort, musclé, souple, avec des doigts d'acier, mais tous ces éléments, on va devoir les garder sous le coude parce qu'il reste une petite chose qui pourrait venir complètement ruiner tous vos efforts, c'est le manque. La tactique, élément beaucoup trop souvent confondu avec la technique, c'est pourtant vraiment cet élément qui va soit vous sauver la vie, soit vous faire lamentablement échouer. Mais qu'est-ce que c'est que la tactique
et comment l'appréhender. En fait, vous pouvez voir ça comme tous les choix stratégiques que vous allez mettre en place dans votre voix, tous ces moments où vous allez prendre telle ou telle décision qui sont censés vous amener à tel ou tel résultat. Par exemple, si vous décidez de pas clipper la dégaine là dès que vous l'apercevez, mais que vous montez un petit peu plus pour avoir une position beaucoup plus confortable pour clipper, c'est de la tactique. Si vous prenez une petite dizaine de minutes pour bien lire la voix avant de partir, repérer les passages faciles, les zones de repos, les crux potentiels, etc., c'est de la tactique. Si vous savez qu'il faut s'économiser dans les sections faciles, au contraire tout donner dans les sections dures et aller le plus vite possible, c'est aussi de la tactique. Pour faire une analogie, on pourrait considérer que la technique, le physique, le mental, etc., c'est les noms, les verbes, les adverbes qui composent une phrase et que l'ensemble, la phrase, c'est la tactique. La tactique, c'est vraiment le fait d'assembler ces différents éléments d'une manière logique et cohérente pour arriver en haut de la voix de la manière la plus efficace possible. Je vais pas vous mentir, avant le 6e degré, il y a probablement pas besoin de trop se prendre la tête avec la tactique. Normalement, on suit les prises et on arrive en haut sans trop de difficultés. Mais plus vous allez progresser et plus vous aurez besoin d'une tactique efficace. Et je vais vous donner quelques exemples qui montrent que votre tactique pêche un petit peu. Un des plus marquants pour moi, c'est si vous enchaînez la voix en moins de 5 essais. Là, clairement, vous auriez pu la faire à vue et c'est que vous avez fait des mauvais choix tactiques parce que je veux dire, c'est pas en 5 essais que vous allez progresser sur le plan physique, mental ou technique. Donc, si on élimine tout ça, vous avez loupé quelque chose au niveau de la tactique. Si vous arrivez en haut de la voie complètement daubé, c'est sûrement aussi qu'il y a quelques repos ou certaines choses que vous n'avez pas fait correctement. Sauf si vous êtes dans votre niveau max à vue, là effectivement c'est plus l'instinct qui prend le relais sur la tactique, donc c'est normal, ça s'entend, on est tous pareils, hein. Et c'est aussi très bien d'ailleurs de savoir grimper avec instinct, en se laissant guider. Finalement, la tactique, c'est toute la stratégie qu'on met en place autour de notre voix en nous servant des différents éléments qui composent la réussite de celle-ci pour parvenir au sommet de la façon la plus efficace. Wow! C'est que ça commence à faire un sacré paquet de choses à travailler tout ça, et rassurez-vous, ça va pas se faire en 2 jours, ni en 3 semaines. L'idée de cette vidéo, c'est évidemment pas de vous effrayer ou que vous vous sentiez perdu, mais au contraire, de vous donner une ligne directrice qui permette de savoir vers où vous devriez vous diriger pour progresser en escalade. Étant donné que le chemin de la progression en grimpe, il peut être parfois long, sinueux et assez complexe. Évidemment, chacun a ses facilités, ses prédispositions naturelles, mais sur une vision long terme, essayez de faire en sorte de devenir un grimpeur polyvalent et cohérent, qui n'accumule pas trop de retard dans un domaine en surcompensant avec autre chose. Essayez de faire évoluer le tout de la manière la plus cohérente possible. Sur ma chaîne, vous retrouverez plusieurs vidéos qui vous permettent de progresser sur tel ou tel point, que ce soit le mental, la technique, le physique, etc. Mais je dois vous avouer que YouTube est pas très adapté pour proposer vraiment une méthode progressive et cohérente avec un suivi adapté. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse une formation complètement gratuite, mais sur une autre plateforme où je pourrais vraiment prendre le temps, vous expliquer beaucoup plus en profondeur, montrer des exemples et répondre à vos questions, etc. Et surtout, développer mon sujet. Parce que dans cette vidéo que vous venez de regarder, je vous ai expliqué quoi travailler, mais pas comment. Et encore une fois, YouTube est pas très adapté pour ça, donc si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Et si j'ai suffisamment de réponses, je me débrouillerai pour le faire. Je pense aussi vous écrire un petit e-book relatant les 10 meilleurs exos à faire pour progresser dans les 4 domaines que j'ai évoqués ici. Car c'est vraiment le fait de vous entraîner un petit peu à côté de vos séances de grimpe ou d'incorporer certains exercices dans vos échauffements, au niveau de la technique par exemple, qui vous permettront d'avoir les meilleurs résultats possibles. Quoi qu'il en soit, j'espère que la vidéo vous aura plu. D'ici la prochaine, vous connaissez la chanson. Prenez soin de vous, éclatez-vous, échauffez-vous et surtout, abonnez-vous.